Merci pour cette invitation. Avec M. Pajot, l'ordre a été déterminé par nous deux, en pensant que ça serait plus logique dans la présentation. Je dois remercier Mme Girardot, parce qu'elle a pratiquement tout fait avant moi, donc ça sera simplifié. J'organiserai en trois paragraphes principaux. Le premier, ça sera mettre le mérite en perspective avec la compassion. Ensuite, avec l'utilitarisme. Et puis, revenir sur le terme de responsabilité, notamment cette fragilité dans les arguments qui justifient la responsabilité. Et puis, essayer de synthétiser en développant, en remplaçant le terme de mérite par le terme de confiance. Alors, en introduction, certes, le titre peut paraître provocateur, mais il est très pertinent. Il est très pertinent parce que depuis 2007, depuis l'instauration du score foi, on est confronté à des dilemmes de plus en plus difficiles à résoudre. Et devant la difficulté, l'homme a la particularité des fois de choisir des solutions un peu simplistes. Et la notion de mérite émerge clairement à cause de ça, en partie. Et puis, il y a une ambiguïté autour du terme de mérite, puisque quelqu'un qui a une maladie génétique ou une maladie congénitale qui amène à l'insuffisance hépatique, je parle du domaine que je connais, mais c'est transplantable à toutes les autres pathologies, toutes les autres insuffisances, on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait lui attribuer un mérite à être greffé, puisqu'il n'est pas plus méritant que celui qui n'a pas de maladie. Il est simplement porteur d'une maladie. Donc, contresens, probablement, et clairement, quand on parle de mérite, comme ça a été dit précédemment, c'est le terme de responsabilité face à la maladie qui est convoqué. Alors, mérite et compassion. Pourquoi je parle de compassion? Parce que quand on reprend la philosophie d'Aristote, qui a été citée précédemment également, Aristote dit que la compassion, c'est un sentiment désagréable, désagréable que l'on ressent face à quelqu'un qui est affecté de quelque chose de très désagréable qu'il n'a pas mérité. Aristote insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que celui qui est responsable de son sort ne mérite pas notre compassion. Alors ça nous entraînerait dans des prolongements trop vastes, mais la compassion pour Aristote, elle s'adresse aux proches, aux peu nombreux. On ne parle pas de la compassion religieuse actuelle qui s'adresse à toute la planète, où on est compassionnel devant des grands groupes. Là, il s'agit du proche. Mais clairement, on est compassionnel quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas responsable de son sort. Alors, c'est vrai que c'est très en relation avec notre sujet. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus compassionnel avec une personne qui n'a pas mérité d'avoir une insuffisance hépatique que celui qui est responsable de son insuffisance hépatique. Ce qui est intéressant, c'est que les publications anglo-saxonnes montrent, quand on interroge la population civile ou des médecins non spécialisés en transplantation, et qu'on propose une certaine typologie de malades susceptibles d'être greffés, eh bien, la compassion joue énormément. C'est-à-dire qu'entre un SDF qui a une cirrhose post-hépatite C parce qu'il est toxicomane, non inséré dans la société, mais qui peut être une très bonne indication de transplantation, et une dame porteuse d'une tumeur hépatique de pronostic effroyable, la population civile choisit la femme enceinte. Donc clairement, la compassion joue, mais quand on s'adresse à une population éduquée, notamment, les mêmes critères ont été utilisés auprès de familles de malades, dont un proche était porteur de cirrhose biliaire, par exemple, souvent fondée en association. Eh bien, les réponses sont absolument différentes et bien plus proches des réponses médicales. Donc, il y a un rapprochement entre compassion et éducation. Et d'ailleurs, dans notre pratique, quand on a des indications compassionnelles, parce que de temps en temps on en a,
On discutait avec M. Pajot, et des fois on ne sait pas, et la compassion joue. En général, c'est quand on ne sait pas, justement, qu'on est compassionnel. Et plus on sait, le pronostic, les conditions dont il a été fait allusion précédemment, quand on sait, eh bien, on n'est pas compassionnel. Donc clairement, mérite et compassion, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un peu, notre société s'oriente un peu, fait une grande part à la compassion actuellement. Je vous renvoie à tout ce qui a été publié sur la société des sentiments. Je pense que M. Lecause est mieux placé que moi pour en parler. En termes de mérite du malade, il n'y a pas de place à mon sens. Mérite et utilitarisme. Pourquoi je parle d'utilitarisme? L'utilitarisme, vous le savez probablement, c'est une philosophie anglo-saxonne qui est souvent convoquée quand il s'agit d'attribuer un bien rare. Et l'exemple qu'on apprend sur les bancs de l'école, c'est j'ai tant de doses de pénicilline à faire en période de guerre pour traiter une infection, à qui je la fais? Voilà. Est-ce que je la fais aux femmes et aux enfants d'abord? Est-ce que je la fais aux gens qui ont mérité, c'est-à-dire qui ont... ça serait plutôt une approche nord-américaine, par exemple, hein? Ou est-ce que je la fais aux soldats pour gagner la guerre? Voilà. Donc voilà l'application de l'utilitarisme dans ces situations. Et là, on est bien dans la greffe, dans l'utilisation d'un bien rare. Alors, l'utilitarisme, c'est une action immorale quand elle rejaillit sur le plus grand nombre, quand elle assure le bonheur du plus grand nombre. Alors, le grand nombre, c'est difficile à définir, le bonheur aussi, et donc il faut des critères. Alors, le premier critère, si le plus grand nombre, ça veut dire qu'il faudrait maximiser les chances de réussite de la greffe. Donc, faire des greffes à des malades qui sont le moins graves possible. Et ça, c'est à l'encontre du score d'attribution, notamment pour la transplantation hépatique. Donc là, il y a une contradiction, alors qu'on le reverra ce soir, je pense, dans le débat sur l'amendement Touraine. Il y a une idéologie utilitariste derrière cet amendement. Donc là, il y a une contradiction philosophique entre l'utilitarisme qui est convoqué et les choix qui sont faits d'attribution des greffons. On peut en discuter, mais il y a une contradiction qui est peut-être incontournable. Et puis après, l'autre critère, c'est qu'il va falloir élire une population qui peut bénéficier. Et c'est vrai que les plus méritants, c'est assez facile de définir les plus méritants, puisqu'on va pouvoir éliminer très facilement les moins méritants. En fait, c'est une procédure d'élimination. Ça a bien été dit avant moi. Donc, on va nécessairement, dans une approche utilitariste, faire intervenir des valeurs qu'on va faire ajuster à nos choix, en quelque sorte. On va mettre de côté les valeurs universelles pour convoquer des valeurs qui nous arrangent, à même de justifier nos choix. Donc là encore, mérite et utilitarisme dans le contexte de la transplantation, je pense qu'on a du mal à les faire cohabiter. Troisième paragraphe, c'est mérite et responsabilité. Pour ceux qui ont fait de l'éthique, vous avez sûrement entendu parler de John Rawls, qui a fait une théorie de la justice. Et dans son premier ouvrage, il s'est bien gardé de mettre la santé dans les biens premiers. Hein, les biens premiers, c'est ce qu'on doit garantir à tout citoyen dans une société complexe, hein, où la culture est très compliquée, très diverse, les besoins sont différents, etc. Mais la santé, pour lui, ne faisait pas partie du bien premier. Alors ça peut nous choquer, mais ça peut s'entendre aussi dans le sens où il dit ça dépend trop des comportements individuels pour rentrer dans une théorie. Donc c'est pour... Quand on connaît la qualité de cette réflexion, c'est pour dire que c'est pas facile d'attribuer à la santé la valeur de bien premier, puisqu'on a en effet une responsabilité dans l'état physique dans lequel on est. Donc, où situer la responsabilité? C'est très difficile. Dans notre service, où on fait de la transplantation hépatique, il y a eu un véritable malaise à un moment, puisque les soignants exprimaient clairement
ce qui a été dit, c'est-à-dire le malaise qu'il ressentait face au fait qu'on greffe des alcooliques. Et donc, il a fallu parler de cette responsabilité. Donc, on a étendu un petit peu le débat, et je leur ai demandé s'ils ressentaient la même chose, par exemple, en cas de greffe cardiaque, chez un malade qui a une myocardiopathie ischémique, elle-même due à un excès de tabagisme, est-ce qu'on avait la même attitude de désignation de responsabilité, désignation du responsable. Donc là, ça a commencé à désamorcer un petit peu la vindicte contre l'alcoolique. On a parlé de l'hépatite B. L'hépatite B peut avoir un contagion sexuel par non-protection, et le malade qui fait une B fulminante, on en a vu dans les années précédentes, on en voit encore, on en revoit encore, a une part de responsabilité. Donc, est-ce qu'on peut faire une hiérarchie dans la responsabilité? C'est impossible à défendre. Et comme ça a été dit précédemment, il faut resituer cette espèce de stigmatisation contre l'alcoolisme, qui est une stigmatisation de société, le recentrer sur notre propre comportement, notre propre fonctionnement de la société française, qui en même temps fait la promotion du vin, par exemple, et puis condamne ceux qui boivent trop. Nous, on en était modestement, ce n'est pas une règle universelle, arrivés à la conclusion qu'on était tous des alcooliques potentiels, en fait, puisque le vin est tellement, boire est tellement promu dans notre société que finalement, on est tous exposés, et bon an, mal an, tous potentiellement des cirrhotiques, et que cette culpabilité rejaillissait de cette façon. On a eu dans notre service, on a encore des étudiants mexicains ou des médecins mexicains qui viennent se former à la transplantation. Et au Mexique, ils souffrent beaucoup d'obésité. Il y a beaucoup d'obésité et beaucoup de NASH, c'est-à-dire d'hépatite liée à la surcharge graisseuse. Et donc, ça devient l'indication principale chez eux de transplantation hépatique. Quand je lui ai parlé d'alcoolisme à ces étudiants, et ces étudiants m'ont tous dit nous, on ne greffe pas les alcooliques. Donc vous voyez que le jugement moral est complètement arbitraire, fait intervenir des valeurs qui nous mettent en perspective avec le politique, clairement. Puisque ces valeurs, elles viennent de l'extérieur. La responsabilité d'être obèse, elle existe aussi. De trop manger, d'être obèse, elle existe. Pour autant, est-ce qu'il faut laisser les gens dans la difficulté, ne pas les greffer, ne pas leur faire des chirurgies bariatriques? Non. Mais on va moins stigmatiser ces populations-là que les populations d'alcooliques. Donc le mérite et la responsabilité est très difficile à convoquer sans faire intervenir des valeurs personnelles très discutables. Ça traduit donc bien la complexité actuelle, et c'est vrai que si la notion de mérite émerge actuellement, c'est sûrement lié à cette grande complexité. Alors comment avancer Je pense qu'il faut faire intervenir la notion de confiance, c'est-à-dire qu'avec deux thèmes très simples, c'est-à-dire que le malade mérite-t-il notre confiance, non pas en fonction de ce qu'il a fait, mais en fonction d'êtres qui se présentent devant nous au moment où on décide de le greffer. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir contractualiser avec ce malade? Est-ce que son environnement est favorable? Est-ce qu'il a fait la preuve de pouvoir s'arrêter? Ça fait partie des critères, notamment, vous savez qu'il y a un PHRC sur l'hépatite alcoolique aiguë. Ça nous a fait beaucoup progresser sur le plan éthique, puisqu'on a des discussions entre médecins, mais aussi entre internes, entre soignants, et entre décideurs, c'est-à-dire chirurgiens et anesthésistes réanimateurs pour le dernier cercle, les addictologues, etc. Tout est pris en compte. Bon, c'est un score, tout est discutable, mais la démarche nous a appris énormément à réfléchir sur ces malades, et notamment à nuancer nos jugements à l'emporte-pièce. Donc, est-ce que ce malade, non pas en fonction de ce qu'il a été, mais en fonction de ce qu'il est au moment où on le voit, mérite notre confiance? Premier aspect. Et le deuxième aspect, est-ce que nous, soignants, méritons la confiance d'avoir à greffer?
C'est-à-dire que greffer, c'est pas se faire plaisir. Greffer, c'est avoir la responsabilité d'un bien collectif, le greffon. Le greffon est un bien collectif. C'est pas la société qui se réapproprie le corps, c'est la société qui gère un corps qui n'appartient plus à personne. Donc, est-ce qu'on est digne de ça? Donc ça, c'est le côté opérationnel de greffer. Je crois que tous les centres y répondent. Et surtout, et ça a été dit avant, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de se confronter des médecins et des non-médecins sur ces sujets, c'est est-ce que nous, on répond à toutes les conditions pour gérer ce malade après la transplantation? C'est-à-dire en termes d'addictologie. On sait très bien que ces malades, s'ils rechutent, c'est aussi à cause de l'indigence qu'on peut avoir dans nos centres de ce côté-là. En termes je dirais, d'individuation, comment est-ce que ces malades arrivent à se reconstituer après un tel événement? Et là, il y a, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, tout est à faire, et pour se reconstruire, et donc pas toujours brandir la psychologie en premier, mais la reconstruction des malades, ça passe par la parole, ça passe par la création, et ça, il y a absolument, il y a du moins pas grand-chose. Donc, au terme de mérite, moi, j'introduirais le terme de confiance, c'est-à-dire est-ce que le malade mérite notre confiance au moment où on doit l'inscrire? Et nous, est-ce qu'on a bien tous les moyens pour assurer le succès de la transplantation? Est-ce qu'on mérite la confiance de la société? Voilà. Je vous remercie, je laisse la parole à M. Pajot.